Hop. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour nous aujourd'hui? Ouais, donc je m'appelle Florence, j'ai 31 ans depuis pas longtemps. Hmm, Je suis belge, ça s'entend peut-être à mon accent. Et voilà. Là, je sais parce que je suis un peu dans une période où je me recherche, donc voilà, je suis Florence, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Bah, moi, si je t'ai contactée, c'est parce que tu es l'autrice, si on dit bien ça comme ça, d'un blog qui s'appelle Dialogue de Zèbres. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, donc j'ai été diagnostiquée HP quand j'avais 26 ou 27 ans, je pense. Mhm. Et j'ai rencontré un gros problème, c'est que je trouvais personne avec qui en parler. J'avais besoin d'échanger. J'ai toujours adoré écrire. J'écris depuis que je suis toute petite. Donc j'ai eu l'idée de créer ce blog qui est vraiment centré sur le HP et qui était vraiment dans le partage autant d'informations que de ressentis personnels, d'expériences, etc. Mhm. Et qui finalement a trouvé son public parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas à pas savoir avec qui parler et à pas trouver écho chez la plupart des gens. Oui, bien sûr, ouais, parce que finalement, le haut potentiel, ça représente une toute petite fraction de la population. Je crois que c'est 2%, quelque chose comme ça. Enfin, 2% diagnostiqués en tout cas, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas diagnostiqués et qui n'ont Ouais. pas autant de difficultés que ceux qui le sont. C'est normal. Quand on a des difficultés, on va voir un thérapeute et c'est à ce moment-là qu'on se fait diagnostiquer. Quand on va bien, on ne se fait pas diagnostiquer généralement. Ça n'a aucun sens. Ouais, ouais. Et du coup, donc toi, tu as été diagnostiquée sur le tard. C'est très drôle parce que je reçois très peu de gens qui se font diagnostiquer tôt, comme moi. Moi, j'ai été diagnostiquée, j'avais 6 ans. Et il y a très peu de gens qui se déclarent surdoués à l'âge enfant. Je pense que c'est parce que quand on est diagnostiqué, quand on est enfant, on a subi beaucoup de marginalisation et de maltraitance. Et du coup, on n'ose pas le dire à l'âge adulte. Alors que bah, les adultes, c'est souvent, pour la plupart, un soulagement d'avoir le diagnostic. Et du coup, c'est pour ça qu'ils le disent un peu plus. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, le diagnostic? Déjà, à la base, pour moi, j'ai jamais pensé être surdouée. Donc, quand je me suis présentée dans un centre enfin, qui traite, enfin, qui critique les hauts potentiels, Mhm. à ce moment-là, je ne savais pas que haut potentiel, c'était un synonyme de surdoué, par exemple. Donc, Ouais. j'ai vraiment connu le terme haut potentiel par hasard. Et je me suis vraiment retrouvée dans les caractéristiques personnelles que j'ai pu voir sur certains sites. Et au départ, c'est arrivé à une période où j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie, donc ça a été un gros poids qui m'est tombé dessus. Mhm. J'ai toujours été en décalage et que j'avais eu toujours un petit mal-être dans ma vie jusqu'à maintenant. Donc ça a été un gros chamboulement qui finalement a entraîné des changements sur du assez long terme, mais ça a aussi été un certain soulagement. Ouais, c'est toujours un espèce de petit mélange parce que on est enfin, ceux qui sont déjà adultes et qui recherchent des solutions, ils sont dans une espèce d'errance diagnostique à chercher des solutions encore et encore et encore. Et puis, ben, quand ils sont confrontés à justement ce diagnostic, ben, ils savent pas trop quoi en faire. Et du coup, la solution est arrivée, mais elle soulève encore plus de questions. Du coup, toi, tu as eu encore plus de difficultés après ou comment est-ce que tu as été suivie du coup après le diagnostic? D'ailleurs, je sais même pas comment ça se passe en Belgique en fait. C'est quoi ton parcours? Mais immédiatement après, j'ai pas vraiment suivi de thérapie, j'ai pas eu de suivi. Donc, comme je disais, il n'y avait pas de table de parole, etc. Par exemple, donc pendant un an, je vais dire, j'ai laissé maturer un peu tout ça, un peu en arrière-plan, sans trop savoir quoi en faire. Après, j'ai suivi quelques sessions chez une psychologue qui était spécialisée dans le HP. Mhm. Euh, mais après quelques visites, j'ai arrêté. Je me suis beaucoup documentée, j'ai lu beaucoup de blogs, j'ai lu beaucoup de livres, voilà, tous les grands classiques. Ouais. Après, j'ai jamais vraiment eu de suivi orienté sur le HP parce que malheureusement, j'habite pas dans la capitale et il y a vraiment pas grand-chose dans le coin. S'il y avait des choses qui étaient organisées, je pense que j'irais vraiment spontanément. Mais là, j'ai toujours un peu la crainte d'aller voir
par exemple, quelqu'un pour une orientation professionnelle, mais qui ne tiendrait pas compte de cette caractéristique, de ce trait de personnalité, entre guillemets. Mm. Voilà, niveau suivi, j'étais un peu freestyle, je dirais. Mais comme la plupart des gens qui sont diagnostiqués, hein, enfin, je suis coach de vie et je reçois beaucoup de gens qui sont au potentiel. D'ailleurs, c'est ma spécialité maintenant, puisque je me suis rendu compte que tous les gens qui venaient me voir étaient au potentiel. Du coup, il y a pas de hasard, hein. Au bout d'un moment, il fallait se spécialiser, je pense. Et, euh, et tous ces gens, qu'ils aient eu un diagnostic ou pas, de toute façon, n'ont pas reçu de suivi. Il y a eu une restitution. En France, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, on va voir un spécialiste, un psychologue, on fait le test. Et ensuite, on a une restitution du dossier, mais il n'y a pas de suivi après. Il n'y en a absolument pas. Et même dans les grands centres, par exemple, il y a des auteurs qui sont hyper connus dans ce monde-là, comme Jeanne Sioffa-Aquin ou Fachin, je sais pas comment ça se dit son encore, hein. Voilà, qui elle a créé carrément son centre à Paris qui s'appelle Cogito Z, je crois, ou Cogitos, je sais pas comment ça se dit non plus d'ailleurs. Euh, et j'ai eu des retours comme quoi il y avait un test qui avait été fait, enfin le test est fait pour les adultes, il y a une restitution, mais il n'y a pas de suivi derrière. Donc ça ne m'étonne pas du tout que tu dises que il n'y a pas eu de suivi plus que ça, parce que personne ne se spécialise vraiment dans ce genre de choses et c'est assez compliqué de trouver de l'aide, quoi. Du coup, oui, tu me disais que tu étais en reconversion professionnelle et que tu avais du mal à trouver parce il y a cette multipotentialité finalement qu'il faut prendre en compte, c'est ça? Ouais, bah ouais, il y a trop de trucs qui m'intéressent, donc j'arrive pas à vraiment choisir, à me lancer dans quelque chose. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur aussi. Et à côté de ça, bah, c'est tout ce qui est vraiment plus artistique qui m'intéresse, mais j'ai un peu les messages contraignants. Oui, mais c'est pas un vrai métier, c'est pas quelque chose qui te permet de gagner ta vie. Donc là, enfin, j'ai aussi quitté le salariat du coup il y a pas longtemps parce que je n'en pouvais plus, je m'y retrouvais vraiment pas. Donc voilà, j'ai beaucoup trop maintenant de possibilités devant moi et j'ai vraiment du mal à me lancer sur un chemin. Et le côté perfectionniste aussi fait que quand je commence à avancer, je me dis que c'est pas assez bien, je retourne au début, je recommence tout le temps. Donc Ouais. et je manque de personnes avec qui en discuter pour un peu, tu sais, vider ma tête et confronter un peu à un autre avis. J'ai un peu du mal à trouver des retours là-dessus. Carrément, ouais. Bah, c'est une des problématiques principales. D'ailleurs, j'ai un programme qui s'appelle Arborescence, justement, pour accompagner des gens comme toi qui ont des problématiques de bah, euh, qu'est-ce que je fais dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que je fais avec mes relations avec les autres, qu'est-ce que je fais dans ma vie. Et tout simplement, il y a des gens qui savent quelles études ils veulent faire, mais qui n'arrivent même pas à se concentrer une heure. J'ai Mhm. parlé directement, d'ailleurs, aujourd'hui, à une de mes clientes qui, elle aussi, elle a des gros problèmes de concentration. Pourtant, elle sait ce qu'elle veut faire. Elle est même partie à l'étranger pour faire ses études tellement elle les aimait. Mais elle se donnait un objectif de 3 heures de travail par semaine, enfin non, par jour, pardon, 3 heures de travail par jour, et on a diminué ça à 20 minutes par jour, parce que d'un côté, c'était complètement irréaliste, même pour quelqu'un qui est neurotypique et qui a l'habitude, et d'un autre côté, c'est impossible pour quelqu'un qui a une arborescence, parce que les idées partent dans tous les sens et qu'il faut être focus pendant une durée de temps qui est très, très limitée. Donc, ouais, en fait, il y a de grosses difficultés à trouver les bons outils justement pour ce genre de problématiques qui sont hyper méconnues, quoi. Mhm. Et ça, c'est dur. Et du coup, pour donc, t'as rencontré ce type de problématique dans ta vie, mais avant le diagnostic aussi, et tu t'en étais pas trop rendu compte? Ou comment ça se passait avant? Mais je pense que très tôt dans l'adolescence, quand j'ai commencé à vouloir affirmer ma personnalité et que j'ai eu l'impression d'avoir des retours négatifs un peu des gens, tu vois, cette pression un peu de rentrer dans un moule, j'ai Hmm. vraiment adopté ce qu'on appelle le faux self en fait. Et j'ai Ouais. vraiment, voilà, j'ai endossé un bon masque, un bon costume. Je suis rentrée dans les moules que mes parents voulaient m'imposer, que les gens voulaient m'imposer. Et du coup, voilà, Pardon. tes souhaits. Merci. Du coup, je me suis vraiment un peu. J'ai l'impression d'avoir été mise en pause, un peu en veille, tu vois. Et je me coupais vraiment de mes sentiments, de mes sensations, etc.
Et d'ailleurs, je vais voir une psychologue pour l'instant à cause de ce problème parce que je viens me couper de mes sensations, je veux dire. Et ouais, du coup, le diagnostic, ça a été un peu le coup de poing, le coup de pied dans la fourmilière, tu vois. Et voilà, après quelques années, petit à petit, je me dis, ah ben ça, j'en veux plus, ça, c'est pas moi. Et c'est pour ça que maintenant, je me retrouve vraiment perdue aussi à essayer de me retrouver. C'est comme si j'étais un peu l'ado qui est en train de se chercher et de commencer sa vie, entre guillemets. Tellement, ouais, tellement. Cette histoire de sensibilité et du fait de se couper des autres, j'en ai parlé hier pendant une interview aussi. Enfin, c'est l'hyperesthésie, le fait de ressentir tout, enfin, de ressentir les choses de manière différente que de quelqu'un de neurotypique finalement. Ça se traduit comment chez toi? C'est auditif, c'est visuel? Je suis très dans l'audition, donc voilà, je suis très incommodée par les bruits, etc. J'ai vraiment besoin d'un environnement très neutre et voilà, si quelqu'un me parle mais qu'il y a des bruits autour, par exemple, j'ai beau lui faire répéter 3 fois, je vais pas comprendre ce qu'il me dit, des choses comme ça. Après, côté visuel, ça dépend un peu voilà, des moments parce que je ressens beaucoup la fatigue et au niveau du toucher aussi très présent. Donc voilà, le fait d'avoir les vêtements qui me dérangent, vraiment, il y a des jours où il y a, voilà, dès que j'ai un truc qui me touche la peau, c'est horrible, mais on a toujours quelque chose qui nous touche la peau. Ouais. Voilà. J'avais d'ailleurs une cliente, elle aussi, qui pouvait carrément pas porter des manches longues parce que sinon elle se sentait enfermée tout le temps. J'en parle presque à chaque interview parce que c'est un sujet qui revient beaucoup, l'hyperesthésie auditive. Mais moi, par exemple, il m'est impossible d'aller dans un café bruyant avec des amis parce que je suis toutes les conversations à la fois de toutes les tables autour, sauf celle qui est devant moi. C'est super chiant, super, super chiant. Et, euh, et aussi, il y a des gens, ils entrent justement dans un café, ils savent immédiatement combien de gens portent des Stan Smith à ce moment-là, ou combien ont des t-shirts blancs, ou j'en sais rien. Enfin, et pour eux, ça leur saute aux yeux, et pour tous les autres, pas du tout. Et finalement, ça peut être une bénédiction, quoi, parce que on arrive à voir certains détails que les gens n'arrivent pas à voir, et ça, c'est cool. Mais par contre, quand ça devient trop envahissant et handicapant, là, c'est terrible, quoi. Faut arriver à trouver des petites astuces. D'ailleurs, comment toi, est-ce que tu gères au quotidien ce genre de choses? Bah, justement, je suis beaucoup dans la rédaction, donc j'ai pris l'habitude d'avoir des petits carnets où je dévide un peu à chaque fois que voilà, que c'est trop d'informations, justement. Ce qui me manque, c'est d'en parler avec quelqu'un, parce que voilà, justement, quand tu as l'habitude de tout voir du premier coup d'œil, tu as envie de partager, de rebondir sur ce que tu viens de voir, et en fait, les neurotypiques, bah, ils n'ont rien vu, donc il faut commencer à expliquer la situation, etc. Donc c'est quelque chose d'assez frustrant et que j'arrive pas encore bien à cerner. J'avais commencé à faire de la méditation, mais besoin de bouger tout le temps, etc. Donc j'ai du mal à me forcer à faire ce genre de choses. Mais la méditation, sinon, c'est un truc qui marche bien, je trouve, quand on réussit à se mettre dans sa bulle. Oui, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise l'hypnose dans mes programmes. C'est parce que c'est un outil qui marche vachement bien, justement pour les gens qui ont des hyperesthésies. D'ailleurs, tu me disais que, enfin, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, au bout d'un moment, il faut expliquer un neurotypique et ça prend du temps. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un reportage que j'avais vu sur une mère de deux adolescents autistes Asperger. Et elle pliait le linge alors que ses enfants avaient tous les deux 25 et 28 ans. Elle leur pliait leur linge et le journaliste leur dit mais pourquoi est-ce que vous leur apprenez pas à plier le linge? Elle leur a dit parce que il va falloir leur expliquer que d'abord il faut sortir le linge du sac et ensuite il faut plier le linge d'une certaine manière et ensuite le process, ce genre de choses. Ça m'a fait penser exactement à ce que tous les surdoués vivent tous les jours avec les neurotypiques, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est absolument évident et en fait il faut tout vulgariser, tout le temps. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Comment est-ce que toi, tu y arrives déjà? Enfin, j'ai l'impression que tu as beaucoup plus d'amis neurotypiques que d'amis surdoués autour de toi. Oui, tout à Comment ça fait. se passe?
Justement, c'est difficile et petit à petit, en fait, je m'enferme dans un mutisme où, tu vois, je démarre même plus certaines conversations parce que je sais que ça va être lourd pour moi, que ça va me peser et que je vais pas trouver vraiment l'écho que je cherche chez les personnes qui m'entourent. Donc, voilà, c'est un peu pour ça qu'au fil des années, j'ai parlé de moins en moins et que je suis vachement effacée aujourd'hui. Donc, Hmm. j'ai pas de solution pour gérer ça encore. Alors, moi, ce que j'avais trouvé personnellement, c'est que enfin, comme toi avec ton blog, je me suis enfoncée dans un monde de vulgarisation qui fait que j'explique tout, tout le temps. C'est autant une bénédiction parce que je suis capable d'expliquer n'importe quoi de manière extrêmement simple à tout le monde, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie toute la journée de devoir tout expliquer tout le temps. Et enfin, c'est toujours la même chose en fait. C'est deux revers d'une même médaille. Il y a toujours quelque chose de très positif là-dedans et puis quelque chose de très négatif. Il faut savoir se focaliser sur le positif dans ces moments-là. Donc ouais, ou alors ouais, effectivement, essayer de trouver quelqu'un qui réfléchit aussi vite que nous. C'est Ouais. compliqué, mais c'est faisable. C'est faisable. Si aujourd'hui, j'ai construit un business sur le fait de recevoir des gens qui sont exclusivement HP, c'est parce qu'il y en a. Ouais, ouais. Il faut arriver à les trouver. Le problème, c'est qu'il faut ouais, justement arriver à les trouver et commencer à délier les langues sur ce sujet-là, parce que vu qu'il y a énormément de marginalisation de ce côté-là, eh ben, les gens n'osent pas dire qu'ils sont HP, justement. Et toi, tu as réussi à le dire à ton entourage? C'est quelque chose qui a été fait ou alors tu as réussi à l'expliquer? Comment ça s'est passé après le diagnostic? Je l'ai expliqué à mon ex-compagnon à l'époque et il m'a dit je comprends pas. Donc, je me suis dit, ok. Il n'a pas compris, enfin, il n'a pas capté que j'étais en décalage depuis tout. Enfin, voilà. Ça s'est terminé pas longtemps après, donc tout s'explique. Mais Oui. oui, je l'ai expliqué, enfin, je l'ai dit à quelques personnes, mais pas trop parce que je voyais que les réactions, c'était beaucoup d'incompréhension. Mhm. Et même en essayant d'expliquer un peu, je voyais que le message passait pas nécessairement. Donc, je choisis vraiment les gens avec qui j'en parle. Et ouais, généralement, quand je suis en face d'un autre HP, je le sens assez rapidement. Et donc là, les langues vont se délier et on sait qu'il n'y a pas de jugement. Mais Mhm. avec des neurotypiques, où, voilà, je sais que j'ai eu quelques déconvenues. J'ai voulu trop vite partager ça parce que pour moi, c'était une bonne nouvelle. J'allais enfin me comprendre. Et c'est vrai que certaines réactions ont été assez décevantes et les réactions des gens en général sont pas souvent positives. Mhm. Donc, je garde un peu ça pour moi la plupart du temps. Oui, parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens confondent le fait d'être surdoué avec le fait de se croire intelligent. Et d'ailleurs, Mhm. j'ai eu énormément de retours les premières fois où j'ai parlé de douance intellectuelle et de THQI et ce genre de choses. J'ai eu beaucoup de retours comme quoi les symptômes, même si c'est pas une maladie, mais en tout cas les caractéristiques que je donnais, eh ben, il y allait y avoir plein de gens qui allaient m'envoyer des mails en disant je me crois surdouée parce que j'en sais rien. Un de mes arguments phares que tout le monde me redit, c'est que les surdoués qui savent pas faire les choses simples, du coup, se brosser les dents, quelque chose d'aussi simple que se brosser les dents, souvent, chez les surdoués, c'est difficile. Donc, il y a plein de surdoués qui n'arrivent pas à se brosser les dents tous les jours. Donc, c'est un rituel qui est très compliqué. Et on m'a souvent dit, bah, Teddy, il va y avoir tous les gens qui n'arrivent pas à se brosser les dents, qui se brossent pas les dents, qui sont juste dégueulasses, qui vont venir te voir parce qu'ils pensent qu'ils sont surdoués. Et non, et faut mettre une nuance là-dedans, en fait. Déjà, on n'est pas plus intelligent, on a une intelligence qui est différente. Et ça, c'est quelque chose qui est, je sais que c'est compliqué à comprendre, mais qu'il faut vraiment bien mettre en place. Et aussi, il y a plein de choses que tout le monde vit, évidemment. Par exemple, évidemment que c'est difficile de suivre une conversation avec quelqu'un quand il y a plein de bruit autour, mais quand ça devient systématique et quand il y a juste plus de 5 personnes, c'est impossible de suivre une conversation. Là, ça devient pathologique et c'est vraiment le degré, en fait, sur lequel il faut se caler, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, c'est que, il n'y a pas d'arrogance derrière tout ça, ou il n'y a pas de, de, ouais, on n'est pas pédant, quoi. On essaie Mhm. juste d'expliquer qui on est de manière simple et logique, tu vois. D'ailleurs, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui viennent d'être diagnostiqués et qui nous regardent?
Justement, se laisser le temps d'absorber l'information, de voir ce qu'on va en faire. Ce que j'explique, j'ai un petit guide gratuit que je distribue sur mon blog pour les gens qui se demandent s'ils le sont ou qui viennent d'en prendre conscience. Et je dis, par exemple, il ne faut pas vouloir absolument faire quelque chose parce qu'on a découvert ça. Il y a des gens qui sont très bien dans leur vie et il y a peut-être rien à changer ou rien à changer aujourd'hui. Donc, il ne faut pas se mettre la pression, pas avoir de regrets en se disant, ah, si j'avais su, j'aurais fait les choses autrement, etc. Vraiment repartir à la découverte de soi-même, s'écouter enfin parce qu'on sait qu'on peut s'écouter, qu'on peut être qui on est. Et voilà, s'il y a du changement qui va intervenir, il interviendra peut-être dans 10 ans, mais il interviendra au bon moment. Voilà, il faut suivre son intuition. C'est génial, c'est un super conseil, ça. J'avais une question par rapport, parce que, en fait, par rapport à la Belgique, justement, je savais pas que tu étais belge, donc c'est bien, ça pose, ça ouvre encore des questions. En fait, j'ai une copine qui est suisse et qui est elle-même HP, qui a 2 enfants, qui sont très certainement tous les deux HP. Et en Suisse, il est très mal vu d'être HP et d'avoir un enfant HP. Du coup, les psychologues ont ce biais, quand ils font passer les tests, de se dire que bah voilà, s'ils disent aux parents que leur enfant est HP, c'est une mauvaise nouvelle. Du coup, ils essayent de euh, tasser les résultats, en tout cas, pour pas faire en sorte que bah, si l'enfant est HP ou s'il est juste à la limite du Mhm. 135, et ben on le dise, bah voilà, il l'est pas, et du coup, on balance tous les problèmes d'hyperesthésie, d'hypersensibilité, on s'en fout, tu vois, enfin voilà, il l'est pas, c'est bon, quoi. Euh, du coup, il n'y a pas trop ce biais-là en France. Les psychologues sont plutôt, comment dire, ils rendent un dossier, une restitution qui est quand même plutôt fidèle à la Mhm. réalité, même si dans aucun pays il y a de suivi derrière, mais bon, ça, Ouais. on verra ça plus tard. Est-ce que en Belgique il y a ce biais aussi, où c'est mal vu d'être surdoué, même pendant la restitution du dossier, ou alors est-ce que c'est plutôt comme en France et où c'est plutôt voilà, normal? Mais, moi, j'ai été dans un centre qui était vraiment spécialisé dans le HP, donc j'ai jamais vu de psychologue qui n'était pas HP. Hmm. Donc, moi, ça a été vraiment dans la bienveillance et aussi, ça se passe pareil. Donc, il y a une restitution de dossier, voilà, on donne quelques clés. Donc, voilà, tout ça, moi, ça s'est super bien passé. Maintenant, dans le cadre scolaire, je ne saurais pas dire parce que quand j'ai expliqué à ma maman que j'avais passé ce diagnostic, elle m'a dit qu'apparemment, quand j'étais à ce qu'on appelle l'école secondaire en Belgique, bon, entre 12 et 18 ans, Mhm. apparemment, il y a une psychologue qui avait énoncer le fait que j'étais peut-être surdouée et il n'y a rien qui a été fait derrière. Donc je ne sais pas si c'est mes parents qui n'ont pas été plus loin ou si c'est justement ce phénomène de rétention. Il faut dire Hmm. aussi que c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, voilà, le sujet est beaucoup plus abordable. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas du tout. On ne savait pas ce Hmm. que c'était un surdoué, quoi. C'était un haleine. Donc voilà. Au niveau des adultes, je ne pense pas qu'il y ait ce phénomène maintenant. Ben, je sais qu'il y a des psychologues qui ne croient pas au HP, par exemple. Donc, je sais qu'on m'a toujours conseillé d'aller voir des psychologues spécialisés là-dedans. Donc, je me dirige toujours vers des psychologues assez jeunes qui sont bien au courant de tout ça. Mais voilà, dans le cadre scolaire, c'est une grosse interrogation. Hmm. Ouais. D'ailleurs, il y a, tu m'avais dit que tu avais mis en place un faux self, du coup, pour, enfin, dans le cadre social. Est-ce que ça a commencé dès l'école ou est-ce que c'était plus tard? Comment est-ce que ça s'est passé? Je pense que c'était vers mes 14 ans, donc quelque Ouais. chose comme ça, où bah, vraiment l'âge ingrat, quoi, où tu as vraiment les retours assez violents des autres personnes. Et justement, j'étais une personne un peu extravagante, même dans mon style vestimentaire, etc. J'étais la personne qui parlait super fort dans la rue, etc., qui n'avait pas de retenue. Et enfin, voilà, j'ai un peu ce souvenir d'être ce personnage-là au tout début de mon adolescence et que ça se perd vraiment petit à petit. Donc, je pense que c'est ouais, vers 14-15 ans que ça a dû vraiment s'installer. Ouais, l'âge ingrat, ouais, effectivement. Alors, comment ça s'est fait beaucoup plus tôt? Parce que moi, c'était quelque chose de très visible, le fait que j'étais surdouée. Heureusement, malheureusement, je sais pas. En tout cas, ça l'était. C'était très visible parce que bah, j'étais une enfant qui parlait bien très très tôt
et qui trouvait tout évident aussi, très très tôt. Et du coup, un enfant qui explique à un autre enfant que ah ben non, c'est évident, déjà le, le retour de l'arrogance et de la culpabilité d'être intelligent revient tout le temps dans ces moments-là, quoi, encore plus quand on est enfant. Mhm. Ensuite, j'ai été dans un établissement Montessori, donc spécialisé, où dès mes 7 ans, j'ai appris 2 langues étrangères. Ensuite, je suis entrée dans un système scolaire qui était public, donc normatif. J'étais déjà trilingue, donc c'est impossible de cacher. C'est impossible. Donc il a fallu trouver des stratagèmes très très tôt pour pas être marginalisée. Et d'ailleurs, c'est dommage, hein, parce que je pense que si justement c'était un sujet qui était euh, plus discuté, plus populaire et qui était mieux connu dans les cours de récré, il n'y aurait pas ce genre de marginalisation, je pense. Mhm. Donc ça, c'est aussi un sujet auquel il faudra parler. Est-ce que tu aimerais ajouter une dernière chose dont on n'aurait pas parlé et dont tu aurais envie de parler, justement? Euh, non, bah vraiment insister sur la bienveillance envers soi-même, voilà, garder son petit jardin secret et se confier aux bonnes personnes pour pas se laisser décourager et pas écouter les haters et les mauvaises langues. Voilà. Ouais. Être fort et ouais, tout va bien se passer. Mais oui, carrément. Ouais. Oui, mais c'est vraiment pas une fatalité d'être surdoué. Mais d'ailleurs, il y en a plein qui sont pas diagnostiqués et qui vont très bien, hein, justement. Donc, le diagnostic n'est pas une fin en soi. Mhm. C'est juste le début de quelque chose. C'est juste que c'est bien de le savoir pour Ouais, justement dépasser les difficultés et savoir où elles sont. Donc, ça, c'est ouais, cool. Bah écoute, merci beaucoup Florence d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Je avec mettrai plaisir. tous les liens de tes réseaux sociaux dans la description. Donc, j'ai vu que tu avais une page Facebook, tu as un blog et on avait parlé de vidéos. Je sais pas si tu as une chaîne YouTube. Ouais, En tout cas, voilà, si tu as des vidéos vers lesquelles tu voudrais qu'on redirige, bah, tu me les donneras sans aucun souci. Donc, vous pourrez aller voir son blog qui est très bien fait, qui s'appelle Dialogue de Zen. Merci beaucoup. merci à toi. Bisous, bisous. Bisous.